Salut, aujourd'hui je vous parle d'un sujet très simple, sans aucune controverse, pas du tout casse-gueule. Je suis sûr que ça va très bien se passer dans l'espace commentaire. Non, en vrai j'ai des abonnés en or, ça se passe toujours très bien. Alors comme c'est un sujet avec parfois des conflits d'intérêts, je vous dis tout de suite, moi je suis juste prof de physique en prépa. Là je vous vois en train de me regarder de manière suspicieuse, genre c'est qui ce mec là? J'ai aucun lien avec l'industrie des télécoms ou avec une quelconque industrie. Là, je vous parle juste en tant que citoyen. J'ai des connaissances en physique et je sais analyser des articles scientifiques, mais c'est tout. Et à l'inverse, je vais pas vous vendre des produits de protection contre les ondes ou ce genre de trucs. J'ai lu des articles, des rapports, j'ai regardé des conférences. Et voilà, tout ce que je fais derrière, c'est faire des vidéos. Donc là, sur cette chaîne Livre et Science, j'ai aussi des chaînes un peu secondaires, Réussir ses études scientifiques, où je donne des conseils aux étudiants, et une chaîne Sciences Physiques où je rentre un peu plus dans les détails mathématiques. Voilà, vous savez tout, je suis comme vous, je me pose des questions et j'ai pas de conflit d'intérêt. Ok, on peut démarrer. Vous allez voir, il y a tout un tas d'études qui ont été faites sur les ondes électromagnétiques et sur leurs dangers. Et il y a des choses très intéressantes qui ressortent. Souvent, on parle de l'impact des ondes électromagnétiques en mesurant deux choses, l'intensité du champ électrique, donc l'amplitude de l'onde, et aussi sa fréquence. Donc je pense que le mieux, c'est de commencer par définir tout ça. Vous le savez, les charges électriques, comme les électrons, peuvent agir les unes sur les autres. Deux électrons, c'est deux charges négatives, elles vont avoir tendance à se repousser. Pour décrire cette action à distance, on utilise un concept très pratique en physique qu'on appelle un champ. Et ici, vous l'avez deviné, on va parler du champ électrique. C'est le champ qui décrit l'action d'une charge au repos sur les autres charges. Mais comme vous le savez, dans les circuits électriques, dans les antennes, les électrons, ils sont en mouvement. Une charge électrique en mouvement, ça crée un courant électrique. Dans vos fils, chez vous, vous avez des électrons en mouvement. C'est ça le courant électrique. Et ce courant, il va lui aussi avoir un impact sur les autres charges. Pour décrire l'influence de ce courant, de ce mouvement de charge, on utilise un autre champ qu'on appelle le champ magnétique. À la base, un électron, il va émettre un champ électrique. Et si en plus il est en mouvement, il va aussi émettre un champ magnétique. Donc très souvent, les deux champs vont se superposer. On a d'ailleurs découvert d'autres relations entre le champ électrique et le champ magnétique, et tout ça a été synthétisé en 1864 par Maxwell, un des plus grands génies de la physique. Pour faire cette synthèse, il a énoncé les fameuses équations de Maxwell. Bon, je vous les montre rapidement, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce qu'il faut retenir ici, c'est que les champs électriques et les champs magnétiques sont intimement liés. Du coup, à partir des mots électrique et magnétique, on va former un mot valise et on va parler de champ électromagnétique. Grâce au génie absolu de Maxwell, on a pu unifier l'électricité et le magnétisme en une seule théorie qu'on appelle l'électromagnétisme. Et le plus fou, c'est que c'est pas tout. Il y a un troisième domaine de la physique qui va être intégré à cette théorie. À votre avis, lequel ? Bon, je vous ai un peu menti, ce qu'il faut retenir des équations de Maxwell, c'est pas seulement qu'il y a un lien entre champ électrique et champ magnétique. En fait, ces équations, elles disent beaucoup plus de choses que ça. Ces équations, c'est une dinguerie. Il y a notamment quelque chose d'incroyable dans ces équations, c'est cette lettre-là, le petit c. Ça représente la vitesse de la lumière. Grâce aux équations de Maxwell, on comprend un truc de fou, c'est que la lumière, c'est un phénomène électromagnétique. Quand vous captez de la lumière avec votre œil, en fait, vous captez une onde électromagnétique. Et donc, le troisième domaine qui est contenu dans les équations de Maxwell, c'est l'optique. Prenez un émetteur radio avec une antenne. Si vous le branchez au courant alternatif, les électrons dans l'antenne vont faire des allers-retours. On l'a dit, les électrons peuvent créer un champ électrique et un champ magnétique. Et donc cette oscillation des électrons dans l'antenne, ça va créer une oscillation du champ électrique et du champ magnétique. Grâce aux équations de Maxwell, on sait que ces oscillations, elles vont se propager dans l'espace, et une oscillation qui se propage, on appelle ça une onde. Voilà, vous connaissez le son comme exemple d'onde. Autre exemple, les vagues à la surface de l'eau. Voilà, on a une belle onde progressive là. Et la lumière aussi, c'est une onde. Tout ça, ce sont des ondes qui se propagent. L'antenne radio va créer une onde électromagnétique. Et à votre avis, à quelle vitesse cette onde va se propager? Eh bien, c'est écrit dans les équations de Maxwell, c'est la petite lettre c. La vitesse de l'onde, c'est la vitesse de la lumière. Donc quand vous captez une onde radio avec votre poste ou quand vous captez de la lumière avec votre œil,
Dans les deux cas, vous captez une onde électromagnétique. C'est la même chose, c'est juste que ça va se faire à des fréquences différentes. Les fréquences radio sont beaucoup plus petites que les fréquences du visible. Et pour visualiser ces fréquences, on dessine ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Si on prend une onde avec des oscillations régulières, on peut mesurer la distance entre deux pics successifs. Cette distance, on appelle ça la longueur d'onde et elle peut prendre des valeurs très différentes. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, les électrons qui oscillent dans l'antenne, la longueur d'onde peut prendre des valeurs entre 1 mètre et quelques kilomètres. Dans ce cas-là, on dit que l'onde fait partie d'une catégorie qu'on appelle les ondes radio. Pour des longueurs d'onde plus petites, entre 1 mm et 1 mètre, on appelle ça des micro-ondes. Quand la longueur d'onde fait quelques micromètres, donc encore plus petit, un micromètre, c'est un millième de millimètre, dans ce cas-là, on est dans le domaine des infrarouges. Donc on a mètre, millimètre, micromètre, à chaque fois on divise par 1000. Et si on redivise encore une fois les micromètres par 1000, on obtient des nanomètres. Et entre 400 et 750 nanomètres, on est dans un domaine qui nous concerne directement, on est dans le domaine du spectre visible. Les ondes électromagnétiques que nos yeux peuvent capter, ce sont des ondes avec des longueurs d'onde comprises entre 400 et 750 nanomètres. 400 nanomètres, c'est plutôt du bleu-violet, et 750 nanomètres, c'est plutôt du rouge. Et entre les deux, vous avez toutes les couleurs du spectre qui défilent. Voilà, les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, la lumière visible, tout ça, c'est le même phénomène, juste à des fréquences différentes, à des longueurs d'onde différentes. Mais c'est pas fini. Pour les longueurs encore plus petites, on atteint le domaine des ultraviolets, puis des rayons X et enfin des rayons gamma. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Quand on va parler des effets de ces ondes sur le corps humain, on va plutôt parler de fréquence que de longueur d'onde. La fréquence, c'est le nombre d'oscillations captées par seconde. Par exemple, si vous avez une onde avec une fréquence de 100 000 Hz, ça veut dire que pendant une seconde, il va y avoir 100 000 oscillations. Combien ? Ce qu'il faut retenir, c'est que plus la longueur d'onde est petite, plus les pics sont resserrés, et plus le nombre d'oscillations captées par seconde va être important. Donc plus la fréquence va être importante. Donc les petites longueurs d'onde vont correspondre aux hautes fréquences, et à l'inverse, les grandes longueurs d'onde vont correspondre aux petites fréquences. Sur le spectre, à gauche, on a les ondes radio, donc les grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire les petites fréquences. Et à droite, on va jusqu'aux rayons X et rayons gamma. Là, ce sont les petites longueurs d'onde et les hautes fréquences. Un peu après, je vais vous montrer quelles sont les fréquences émises par vos téléphones et vos appareils électroménagers. Donc, on va avoir besoin de lire le spectre en fréquences. Pour les ondes radio à gauche, la fréquence va de quelques hertz à plusieurs centaines de mégahertz. Méga, ça veut dire 1 million. Donc, si votre station de radio préférée émet à 100 mégahertz, ça veut dire qu'il y a 100 millions d'oscillations par seconde. Combien ? Oui, je sais, 100 millions, ça paraît beaucoup, mais en fait là, on est dans les basses fréquences. Pour les micro-ondes, c'est encore plus élevé, avec plusieurs gigahertz, donc plusieurs milliards d'oscillations par seconde. Dans le visible, c'est des térahertz, donc des milliers de milliards d'oscillations par seconde. Et ainsi de suite, ça peut monter très haut. Voilà, pour les enjeux de santé, comprendre ce spectre électromagnétique, connaître les fréquences, c'est important, mais il y a une autre donnée à prendre en compte, c'est l'amplitude de l'oscillation, c'est l'intensité du champ électrique. Là, vous avez par exemple deux signaux de même fréquence, mais celui à gauche, il est de faible amplitude, et celui à droite, il est de plus grande amplitude. Et pour les champs électriques, cette amplitude, on la mesure en volts par mètre, et on va voir quelles sont les normes sanitaires associées à cette mesure. Un des effets les plus connus des ondes électromagnétiques, c'est l'effet thermique. Les ondes ont tendance à chauffer la matière organique, et d'ailleurs c'est ce qu'on utilise dans les fours à micro-ondes pour chauffer les aliments. Allô ? Chez les animaux, on a détecté des effets thermiques à partir de 420 volts par mètre. Dans le four micro-ondes, on envoie une onde électromagnétique sur les aliments. Cette onde, au niveau du spectre, elle est dans le domaine des micro-ondes. Et typiquement, ce sera une fréquence de 2400 MHz. Cette fréquence, elle est réglée pour faire vibrer les molécules d'eau à l'intérieur des aliments. Et cette vibration va ensuite être transmise aux autres molécules et ça va faire chauffer l'intégralité de l'aliment. C'est pour ça que si vous voulez faire chauffer quelque chose d'un peu sec au micro-ondes, ça va pas très bien marcher. Ce mouvement des molécules qui vont de plus en plus vite au niveau microscopique, si on dézoome à notre échelle, ça se traduit par un objet qui chauffe. À l'intérieur du micro-ondes, on est parfois au-dessus des 800 volts par mètre pour l'intensité du champ électrique.
Donc on est au-dessus des 420, donc on déclenche l'effet thermique. Et c'est le but, les aliments chauffent. Donc nous qui sommes à l'extérieur du four et vis-à-vis aussi des autres objets, nous ce qu'on veut c'est éviter les effets thermiques. Donc il va y avoir des normes qui sont mises en place à ne pas dépasser. Donc la courbe bleue sur ce graphe là, c'est la valeur limite à ne pas dépasser, c'est la valeur qui a été fixée par les autorités. Vous voyez que ça dépend de la fréquence. Pour les très basses fréquences, la limite elle a été fixée à 87 volts par mètre. Pour les ondes radio autour de 100 MHz, la limite c'est 28 volts par mètre. Et au-delà de 2 GHz, la limite est fixée à 61 volts par mètre. Donc vous voyez qu'il y a une certaine marge qui a été mise par rapport au fameux 420 volts par mètre. Ok, ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder quelles sont les valeurs réelles mesurées pour les objets du quotidien et de les comparer aux normes réglementaires. J'ai récupéré les données de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, et j'ai dessiné un petit graphique avec. Voilà ce que ça donne. En abscisse, j'ai mis la fréquence. Donc à gauche, on a les appareils qui émettent des basses fréquences, entre quelques kilohertz et quelques centaines de kilohertz. Et plus on va à droite, et plus on rencontre des fréquences élevées, ça va jusqu'à 10 GHz. En ordonnée, c'est l'intensité du champ électrique en volts par mètre, et tous les champs ont été mesurés à 50 cm de l'appareil qui émet les ondes. Tout à l'heure, on avait vu à l'intérieur du four micro-ondes, on avait 800 volts par mètre, mais l'enceinte du four, c'est une cage de Faraday, et donc il y a très peu de fuite, et là, on mesure un champ qui est seulement à 3,1 volts par mètre, quand on met l'appareil de mesure à 50 cm du four. La box Wi-Fi, le Bluetooth, le téléphone fixe sans fil, c'est à peu près la même fréquence, mais à des intensités plus faibles. La box, c'est 2,8 volts par mètre. Le Bluetooth, c'est 0,6 volts par mètre. Et le téléphone fixe sans fil, c'est 0,4 volts par mètre. Pour le téléphone 4G, si vous faites de la navigation Internet, on mesure 0,15 volts par mètre. Mais si vous êtes en appel, là, ça monte à 4 volts par mètre. Et à plus basse fréquence, vous avez les ampoules basse consommation et les écrans cathodiques autour de 3,6 volts par mètre. Alors il y a aussi les plaques à induction à basse fréquence. Je ne les ai pas représentées parce que ça sortait du graphe, le champ électrique est assez élevé, il est à 30 volts par mètre. On reste en dessous de la limite de sécurité qui vaut 87 volts par mètre pour les basses fréquences, mais ça commence à faire des champs élevés. Néanmoins, c'est pas les plaques à induction qui ont l'air de poser le plus de problèmes, c'est plutôt ça là, les appels téléphoniques. Déjà parce que la plaque à induction, vous l'allumez peut-être 30 minutes par jour, alors qu'il y a des gens qui passent plusieurs heures par jour au téléphone. Et surtout les plaques, vous les allumez et après vous collez pas votre oreille dessus. Enfin vous faites ce que vous voulez, mais... Perso, j'allume, je mets mon petit cordon bleu dans la poêle et après je m'éloigne. Et plus vous vous éloignez de la source, et plus le champ électrique diminue. Typiquement, si vous êtes 10 fois plus loin de la source, donc par exemple à 5 mètres au lieu d'être à 50 cm, le champ il va être divisé par 10, il va être 10 fois plus faible. Et ça nous amène à réinterpréter le graphe, parce que pour le téléphone, on avait 4 volts par mètre, mais ça c'était mesuré à 50 cm de la source. Et si vous n'avez pas les écouteurs, vous tenez rarement votre téléphone à 50 cm de votre oreille. Allô ? Voilà, vous êtes plutôt à 5 cm, donc 10 fois plus proche, donc avec un champ 10 fois plus intense. Donc au lieu des 4 volts par mètre, ce serait plutôt 40 volts par mètre. On reste en dessous de la limite des 420 volts par mètre pour les effets thermiques, mais techniquement, on est au-dessus de la limite réglementaire qui a été fixée à 28 volts par mètre. Là, je vous dis ça en faisant le petit calcul, il n'y a rien d'officiel, j'ai pas fait de mesures. Il faudrait les faire, ces mesures, parce qu'un téléphone tenu à 50 cm de l'oreille, ça paraît pas trop réaliste. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de se demander que disent les études concernant l'impact du téléphone sur la santé. Ok, là je vais vous montrer quelques données et après on analysera tout ça. Une étude de 2011 a montré qu'après une exposition à un téléphone en appel, il y avait un petit échauffement de 0,21 degrés et une diminution de la consommation de sucre dans le cerveau. Donc malgré le fait qu'on soit en dessous des 420 volts par mètre, il semble qu'il y ait quand même un petit échauffement. Une étude de 2007, elle, a montré que ceux qui utilisent leur téléphone plus de 45 minutes par jour en zone rurale ont un plus grand risque de développer une tumeur de la glande parotide. Ensuite, une étude de 2004 a montré que les tumeurs au cerveau augmentaient de 40% chez ceux qui utilisaient le téléphone portable plus de 30 minutes par jour pendant 10 ans. Donc vous voyez à chaque fois, là c'est plutôt pour les utilisateurs intensifs. On va le voir en fait, les études montrent souvent qu'il n'y a pas de danger pour l'utilisation régulière, par contre qu'il y a vraiment un danger pour les utilisateurs intensifs.
À cause de ces études-là et de quelques autres, l'OMS a classé les téléphones portables en catégorie 2B, c'est-à-dire peut-être cancérogènes. Une autre étude faite par Interphone a montré une augmentation de 96% de risque de gliome au-delà de 1640 heures d'utilisation. Bien sûr, il faudrait confirmer ces études parce que souvent les échantillons sont assez faibles. Par exemple, dans la dernière étude, on voit une augmentation par un facteur 3,77 chez ceux qui ont dépassé les 1640 heures, et ça en moins de 4 ans. Mais vous voyez, il y a eu seulement 23 cas et seulement 8 personnes dans le groupe contrôle. Donc quand les échantillons sont faibles comme ça, c'est difficile de conclure. Voilà, il y a eu d'autres études qui ont vu des effets, il y a eu aussi d'autres études qui n'ont pas vu d'effet, et on n'a pas de mécanisme biologique qui expliquerait pourquoi l'utilisation de téléphone entraînerait l'apparition de cancer. C'est pour ça qu'on a classé le téléphone seulement en peut-être cancérogène. Une dernière étude que j'aimerais commenter, c'est une étude bordelaise de 2014 qui n'a trouvé aucune différence entre les gens qui n'utilisaient pas le téléphone et les gens qui l'utilisaient de manière régulière, mais qui a trouvé une grosse différence avec les gens qui en faisaient une utilisation intensive. Ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de 900 heures d'utilisation au total, le risque de développer un cancer du cerveau augmente d'un facteur de 2,9. En gros, vous avez quasiment 3 fois plus de chances d'avoir un cancer du cerveau si vous êtes un utilisateur intensif. 900 heures, c'est beaucoup, mais en même temps, si vous téléphonez 3 heures par semaine, en un an, ça fait à peu près 150 heures, et donc au bout de 6 ans, on est à 900 heures. Donc ça, c'est si vous n'utilisez pas les écouteurs, hein, c'est vraiment si vous collez le téléphone à l'oreille. Voilà, il y a un effet sur les utilisateurs intensifs, c'est indéniable. Après, pour relativiser, les cancers du cerveau, c'est une incidence de 8 personnes sur 100 000 par an. Ça veut dire que par an, en moyenne, en une année, si vous avez 100 000 personnes qui sont prises au hasard, il va y en avoir 8 en moyenne qui vont développer un cancer du cerveau. Pour les utilisateurs intensifs, donc si on multiplie par 3, ça fait 3 x 8, 24. Du coup, tous les ans, sur 100 000 utilisateurs intensifs, il va y avoir 24 cancers du cerveau au lieu de 8. Donc d'un côté, multiplié par 3, ça fait beaucoup, mais d'un autre côté, une incidence de 24 sur 100 000, ça reste assez faible. Si vous êtes utilisateur intensif, vous avez 0,024% de probabilité de développer un cancer du cerveau dans l'année, au lieu de 0,008. Dit comme ça, on se rend compte qu'il y a effectivement un impact, mais que l'effet sanitaire global n'est pas si grand que ça. Donc ça, c'est ce qui concerne les cancers, donc c'est des effets très graves, mais il peut aussi y avoir des effets un peu moins graves, mais qui du coup ont un peu plus de probabilité d'arriver. On a constaté d'autres effets comme des troubles du sommeil, des perturbations hormonales, des dommages sur les spermatozoïdes, sur l'ADN et du stress oxydatif. Mais du coup, on aimerait savoir en détail comment ces ondes causent tous ces effets. Et on sait que ça ne vient pas des effets thermiques parce qu'on détecte des effets bien en dessous des seuils d'échauffement. Donc il faudrait trouver un autre mécanisme, et une piste qui commence à être solide en ce moment, c'est celle des canaux ioniques. Voilà à quoi ressemblent les niveaux d'absorption des ondes envoyées par les téléphones mobiles dans la tête d'un adulte, d'un enfant de 10 ans et d'un enfant de 5 ans. On voit que le taux d'absorption est plus élevé chez les enfants. D'ailleurs, les enfants exposés au téléphone avant la naissance et après la naissance ont 50% de chances en plus d'avoir des troubles du comportement. Du coup, on a encore des résultats qui vont dans le même sens, mais on n'a toujours pas de mécanisme biologique qui donnerait un lien de causalité entre l'exposition intensive au téléphone et les troubles. Et on l'a dit, une des pistes pour cette causalité, ce seraient les canaux ioniques. Sur la membrane des cellules du corps humain, et des cellules vivantes en général, il y a des protéines qui laissent passer certains ions comme du sodium, du potassium, et ce qui nous intéresse ici, du calcium. C'est une sorte de canal, d'où le nom canal ionique. Quand du calcium entre dans la cellule, ça agit sur plusieurs éléments. La contraction des muscles, l'activation des synapses des cellules nerveuses et la transcription des gènes. Le calcium, c'est une sorte de messager qui permet de déclencher différents processus. Et le canal ionique, c'est une protéine donc sur la membrane de la cellule qui décide de laisser passer ou non le calcium. Cette protéine, elle a une propriété très intéressante, c'est qu'elle change de forme en fonction du champ électrique qu'elle subit. C'est comme une porte qui peut s'ouvrir ou se fermer avec une ouverture contrôlée électriquement. Voilà, ce contrôle électrique, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans le corps humain.
Un certain nombre d'études ont montré que les ondes électromagnétiques pouvaient agir sur l'ouverture ou la fermeture de ces canaux. C'est notamment vrai pour les ondes pulsées des communications téléphoniques. Et comme c'est plutôt les micro-ondes qui ont un impact sur ces canaux, et que les micro-ondes, c'est typiquement les fréquences des téléphones et du Wi-Fi, c'est une piste à creuser. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler des électrosensibles. Ce sont des gens qui ont des symptômes s'ils passent toute une journée à côté d'une box Wi-Fi par exemple. Ce qui ressort de ce que j'ai lu, c'est que ces gens ont vraiment des symptômes, ils sont vraiment malades, c'est pas des malades imaginaires. Mais on n'a jamais pu établir le lien entre le fait qu'ils aient les symptômes et la présence d'une onde électromagnétique à proximité. A priori, ce serait un effet nocebo. Vous connaissez l'effet placebo, le fait de guérir en pensant avoir pris un médicament efficace. L'effet nocebo, c'est le fait d'être convaincu de la nocivité d'un élément et de tomber réellement malade à cause de cette conviction. Ce qui ressort des études, c'est qu'il n'y a pas de détection par les humains des champs électriques typiques des box Wi-Fi et des compteurs Linky. Des études ont été faites pour voir si les électrosensibles arrivaient à détecter si les ondes électromagnétiques étaient envoyées ou non. Et le résultat, à chaque fois, c'est que les électrosensibles se trompent autant que le groupe témoin, avec un certain nombre de fois où l'onde n'est pas allumée et les électrosensibles pensent qu'elle l'est. Et ça, c'est plutôt raccord avec les études qui montrent qu'il n'y a pas vraiment d'effet à court terme. Sur le long terme, par contre, on manque encore de recul, et on l'a vu, il y a quand même un danger réel avec les ondes électromagnétiques, surtout pour les utilisateurs intensifs de téléphone. Voilà, je vous ai donné des études qui montrent ça, mais comme ces ondes sont invisibles, il y a un effet assez classique de phobie qui vient se rajouter au problème. Donc dire qu'il y a des gens qui font de l'électrophobie, c'est constater une réelle phobie, un effet nocebo, mais attention, ça ne veut pas dire circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a aucun problème. Ce qui ressort, c'est qu'il y a effectivement un danger pour les utilisateurs intensifs quand on s'expose trop longtemps aux ondes, et en plus de ça, il y a une phobie qui vient rajouter des symptômes pour les personnes électrosensibles. Donc attention aux arnaques, les boucles d'oreilles anti-ondes magnétiques, ça ne marche pas. Et pour les vêtements anti-ondes, il y a forcément des trous, donc le champ diminue bien au niveau du vêtement, ça fait un petit peu cage de Faraday, mais pour que la cage soit efficace, il faut qu'elle soit intégralement fermée. Or, à chaque fois, les vêtements, il y a des trous, et spécifiquement au niveau de la tête, et donc le champ va diminuer au niveau du corps, mais l'onde va passer ailleurs, elle va passer au niveau de la tête, et donc ça fait l'effet inverse de l'effet voulu. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que les limites fixées par les institutions, elles sont plutôt respectées, mais elles ne concernent que les effets thermiques. Et beaucoup d'études montrent une corrélation entre une forte exposition et tout un tas de troubles biologiques. Et ça fait penser qu'il y a des effets non thermiques, par exemple l'histoire des canaux ioniques. Concernant les cancers, on n'a pas vu d'augmentation dans la population générale depuis les années 2000, donc la période où les téléphones sont arrivés en masse. Par contre, on voit un effet très net chez les utilisateurs intensifs. Et ajouté à ça, il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être des effets de très long terme qui se déclenchent des dizaines d'années après l'exposition. Évidemment, avec cette vidéo, je ne peux pas couvrir tout le sujet. Si ça vous intéresse, je vous ai mis une conférence très sympa d'un chercheur en biologie, je vous ai mis le lien en description. Voilà, on a fait peut-être la moitié de la série sur l'électromagnétisme. Les prochains sujets, ce sera entre autres les aurores boréales, les accélérateurs de particules, la magnétoréception et les vaisseaux à voile solaire. Et quand cette série sera finie, on passera à la série suivante, je suis déjà un peu en train de la préparer, et ce sera sur la relativité. Donc abonnez-vous pour pouvoir suivre tout ça. Merci pour vos petits messages en commentaire. Merci aux tipeurs. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce. Et si vous voulez creuser le sujet, je vous ai mis la conférence en description. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.